Benjamin Cruer, merci de nous avoir rejoints. Un coup inédit, on le disait, c'est la première fois que la flotte russe de la mer Baltique est touchée, là, Benjamin. Oui, d'habitude, ça se joue plutôt à 1100 km plus au sud pour la marine russe. Là, on est quand même à plus de 1000 km. Je faisais la distance 430 km de la frontière ukrainienne sur cette base navale de Baltique, la base navale de la flotte de la Baltique. Et voici la corvette qui a été visée, la corvette Serpukhov, qui est une corvette récente. Quand vous regardez les images de la mise en service, c'est en 2015. C'est une corvette, une longueur de 74 mètres, qui est capable de lancer des missiles de type calibre, que l'on voit beaucoup, notamment en Ukraine. Alors, on n'a pour l'instant pas d'image des dégâts qui ont été infligés à cet appareil. On doit se contenter pour l'instant du narratif ukrainien qui se joue sur la chaîne Telegram du renseignement. Le navire lance-missile Serpukhov, c'est simple, il a brûlé. Alors, il a brûlé non pas parce qu'il a été attaqué au vu des distances, on pourrait se dire que ça pourrait être un drone éventuellement. Non, il a été brûlé de l'intérieur. Voici donc la séquence sur laquelle il faut s'arrêter. Cette séquence vidéo qui est très courte, qui fait 5 secondes. On est dans un compartiment, en tout cas ce qui semble être un compartiment d'un navire. La porte est fermée, ça se fait en discrétion, il y a quelqu'un qui filme. Ce que j'ai entouré en rouge, c'est pas un dispositif qui explose, c'est plutôt un dispositif incendiaire. Je vous mets la vidéo pour qu'on regarde ensemble encore. Voilà, c'est une vive flamme qui semble sortir. Ça ressemble pas tout à fait, en tout cas, à une explosion. On ne sait pas ensuite ce qu'il advient. On doit là encore se contenter du récit ukrainien qui dit qu'il y a eu un incendie ensuite. Les moyens de communication et d'automatisation ont été complètement détruits. Et les Ukrainiens ajoutent qu'il faudra beaucoup de temps pour restaurer la capacité de combat du Serpukhov. Alors, en attendant une confirmation russe, qui arrive d'ailleurs assez rarement en la matière. Il faut s'interroger sur cette séquence peut-être et émettre plusieurs hypothèses. Comment est-il possible que le renseignement ukrainien ait pu filmer à l'intérieur d'un navire de guerre comme celui-ci? Alors on peut émettre des hypothèses. Est-ce qu'il y a eu un agent du renseignement ukrainien infiltré dans l'équipage ou dans le personnel de la base navale? Est-ce qu'il y a eu un commando ukrainien ou un commando payé par les Ukrainiens pour s'introduire à bord de ce navire? En tout cas, pour alimenter votre réflexion peut-être, sachez que les Ukrainiens avaient un plan bien précis de la corvette en question. En fait, ici, vous avez l'intitulé de la corvette. J'ai regardé, ça correspond. Vous pouvez chercher ce genre de plan sur Internet, vous ne les trouverez pas. Et ici, vous avez une zone qui est un peu plus entourée que les autres. Est-ce que c'était la zone ciblée? C'est pas tout à fait impossible. Et puis, je vous plante quand même le décor de cette attaque supposée. On est ici, base navale de Baltisk, qui est la base navale principale de la flotte de la mer Baltique russe. Voilà à quoi ça ressemble. Vous allez voir, c'est une zone assez vaste. Si je vous mets une vision Google Maps en live, voilà, vous avez ici donc cette base. Je vais tourner un petit peu. Vous avez la Baltique qui se joue ici. Vous avez un chenal pour y accéder. Vous voyez, c'est quand même assez étroit pour y accéder par la mer. Et ensuite, vous avez ici tout ce qui relève plutôt de l'entretien des bateaux. Les navires de guerre, vous voyez, sur ces images de 2021, on les voit ici. Il y en a absolument partout. Vous en avez aussi ici. Vous pouvez aussi en voir ici. Bref, c'est une zone assez vaste à sécuriser avec beaucoup de bâtiments possiblement aussi à sécuriser. Merci Benjamin Cruer. Général Trinquant, est-ce qu'on penche plus vers l'opération sabotage ou l'opération commando? Je vous demande parce que depuis ce matin, on a tendance à privilégier peut-être le sabotage parce qu'on voit des images de la mise à feu d'un système incendiaire qui a l'air d'être tourné dans la salle des machines et qu'on se dit que cette opération commando, si on regarde la carte, il faudrait que les Ukrainiens soient passés soit par la Pologne, soit par la Biélorussie. Ensuite, il faut déjà rentrer dans cette exclave de Kaliningrad. Il faut ensuite rentrer sur cette base où il y a le bateau. Il faut peut-être ensuite escalader le bateau. Après, c'est pas impossible parce que les Ukrainiens nous ont déjà surpris, notamment via Nord Stream, où ils avaient été accusés de mener cette grande opération commando. Alors écoutez, l'opération commando aboutit à un sabotage. C'est comme ça qu'il faut voir les choses. Donc il pourrait y avoir les deux? Mais non, mais bien sûr, un commando, qu'est-ce que c'est? C'est un groupe d'hommes ou quelques hommes qui mènent une action qui sort de l'ordinaire, qui passe par des cheminements qu'on ne prévoit pas forcément et qui aboutit à un sabotage. Donc le sabotage, c'est l'action. Le commando, c'est celui qui fait. Alors que le commando, il soit infiltré au sein de la flotte, ou il soit infiltré à Kaliningrad, peu importe. Si vous voulez, c'est des gens qui travaillent pour les Ukrainiens qui ont fait ça. Avec quand même... non, pas peu importe, parce que moi je vous dis, s'ils partent depuis l'Ukraine, ça fait quand même un périple. Ça, c'est inimaginable. Pas qu'ils soient partis depuis l'Ukraine, non? D'abord, c'est pas du tout inimaginable. Je rappelle qu'on passe par la Lituanie. Est-ce que les Lituaniens ont laissé passer? Est-ce que les Polonais ont laissé passer? Pourquoi pas? Mais il y a plusieurs éléments qui sont extrêmement importants. Depuis... quasiment les 2 ans que dure la guerre, je parle toujours de Kaliningrad, en disant attention, Kaliningrad c'est une enclave, et c'est une façon pour les Russes
de mener des actions de déstabilisation au sein de l'Union européenne ou au sein de l'OTAN. Et là, si cette action est confirmée de la part des Ukrainiens, c'est prendre les devants. C'est-à-dire ne pas attendre que les Russes montent quelque chose, mais monter quelque chose sur une enclave importante pour les Russes, dont il faut rappeler qu'elle n'est russe que depuis 1945, c'était Königsberg, c'était allemand, ça a été viré, et les Allemands ont été retirés, et la population de Kaliningrad, ce sont soit des militaires russes, soit des retraités russes de la marine russe. Donc je crois que c'est extrêmement important, si cette action est confirmée. Ensuite, les images, moi je ne suis pas capable d'identifier vraiment sur les images ce qui s'est passé, mais c'est très intéressant. Alors il n'y a pas d'explosion, Xavier, il y a une mise à feu. Ça, oui, on ne voit pas d'explosion, on voit un incendie qui démarre. Un incendie déclenché dans une zone stratégique du navire. Voilà. Et qui a priori, là où il y a les communications et les systèmes perfectionnés qui permettent notamment le pilotage du navire ou peut-être des missiles. Voilà, et c'est intéressant ça, parce que les navires de nouveaux types, qu'ils soient russes ou d'autres, reposent beaucoup sur l'électronique et sur beaucoup de systèmes qui sont connectés. Et le fait de neutraliser complètement le système, si c'est le cas, neutraliser complètement le système, ça rend le navire inopérant sans qu'il ait besoin de brûler au sens matériel. Vous voyez, on crame les systèmes. Les Ukrainiens disent on l'a endommagé plutôt qu'on l'a complètement neutralisé. C'est réparable aussi. Voilà, c'est exactement ça. Il faut avoir les éléments. Des systèmes complètement grillés. Alors là, ça demande, sur le commando dont on parlait tout à l'heure, en action de sabotage, une grande connaissance des systèmes informatiques. C'est-à-dire que vous rentrez à un point et vous arrivez à griller tous les systèmes. Donc ça nécessite des connivences, des connaissances à l'intérieur de la marine russe. Oui, c'est pas un simple marin ou c'est pas quelqu'un qui ravitaille en alimentation les gens qui sont à bord, c'est ça. Il faut vraiment avoir une connaissance spécifique. Il faut avoir une connaissance, mais il faut rappeler que autrefois, en Ukraine, les bases navales qui travaillaient pour la Russie, à l'époque, étaient extrêmement pointues. Donc, est-ce que ce bateau est passé par les centres dans lesquels il y avait des Ukrainiens qui travaillaient et qui donc avaient les éléments pour pouvoir avoir le plan et neutraliser? C'est un autre sujet sur le fameux commando qui a des connaissances sur ce sujet pour frapper au cœur. Oui. Samantha de Mederne, est-ce qu'on fait appel aussi, là, on peut avoir fait appel à tout ce réseau de partisans? On l'a fait en Crimée, là ça a pu être aussi le cas, pourquoi pas? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que le renseignement ukrainien, depuis bien avant la guerre, mais depuis la guerre de façon beaucoup plus intense, cultive des réseaux en Russie, et Kaliningrad, c'est officiellement la Russie, et aussi infiltre elle-même la Russie. Et avant même la guerre de 2022, il y avait des membres du renseignement ukrainien qui opéraient très fréquemment à l'intérieur de la Russie pour faire des opérations de reconnaissance ou voir s'il y avait des potentialités de sabotage. Et il y a plusieurs unités dans le GOUR, donc le renseignement militaire ukrainien, qui s'entraînent exactement à faire du sabotage. Ils peuvent passer la frontière facilement. Alors dans le cas de Kaliningrad, vous avez entièrement raison, c'est très facile de passer par la Lituanie, surtout que les Lituaniens, enfin les services lituaniens, les services ukrainiens sont très très proches, travaillent vraiment ensemble. Mais avant de passer par la Lituanie, il faut passer par la Biélorussie. Il aurait pu passer par la Pologne aussi, mais vu les relations entre les Ukrainiens et les Lituaniens, il y a énormément d'Ukrainiens qui sont basés en Lituanie, qui le sont basés depuis avant la guerre, et non encore plus aujourd'hui. Ils arrivent à facilement accéder à la Lituanie. C'est très probable que ce sont des Ukrainiens, une opération de sabotage. Alors peut-être qu'en effet c'était quelqu'un qui était en train de nettoyer le bateau, mais qui n'était pas du tout un homme ou une femme de ménage ordinaire, et qui est donc pu passer faire ce qu'il fallait pour que cette opération de sabotage ait lieu. Mais Kaliningrad, attaquer Kaliningrad, c'est encore un niveau, c'est un tout autre niveau qu'attaquer la Crimée, bien sûr, qui est ukrainienne, mais aussi même qu'attaquer Belgorod, Kaliningrad, c'est vraiment... Ça fait encore plus mal à Poutine, ça, d'attaquer Kaliningrad que la Crimée ou Belgorod? Oui, parce que Kaliningrad est vraiment, pour les Russes, cette enclave, c'est vraiment leur fenêtre sur la mer Baltique. Pratiquement la seule, si on compte un tout petit peu du golfe de Finlande près de Saint-Pétersbourg, mais qui se rétrécit de plus en plus. La mer Baltique est carrément devenue un lac otanien. Kaliningrad, il y a quand même, comme vous l'avez expliqué, il y a des militaires retraités, il y a des militaires, il y a des bases militaires, il y a des missiles, il y a une énorme base de missiles Iskander à Kaliningrad. Et toute la question que beaucoup d'analystes se posent, c'est est-ce qu'il y a aussi des ogives nucléaires à Kaliningrad qui pourraient être mises sur ces missiles Iskander? Les avis sont partagés. Certains disent oui, d'autres on ne sait pas. On ne sait pas.
Et ceux qui le savent ne le disent pas. Voilà. Donc Kaliningrad, stratégiquement, est très, très, très importante. Et s'il y avait une attaque ukrainienne reconnue, c'est-à-dire une attaque de drone ou autre, là je pense que la réaction russe serait... on aurait déjà entendu une réaction russe. Une opération de sabotage, ça fait mal, ça montre que finalement il y a une pénétration, ça déstabilise. Donc là, on comprend que les Russes se taisent. Si un drone avait volé... depuis la Lituanie ou la Pologne jusqu'à Kaliningrad, le porte-parole du ministère des Affaires étrangères et autres seraient déjà en train d'avoir leur petite. C'était d'ailleurs une des interrogations du général Desportes qui était avec nous. Il disait mais je comprends pas bien ce qu'ils ont voulu faire. Alors peut-être un avertissement, mais en tout cas pourquoi s'ils avaient voulu détruire Kaliningrad ne-t-il pas le fait avec des missiles à longue portée? Oui, mais alors effectivement, moi je suis d'accord avec Samantha, c'est une toute autre opération et qui a une autre envergure et qui n'est pas forcément très facile à faire. Maintenant, si on est sur l'hypothèse d'un commando ukrainien qui traverse la Pologne et qui entre à Kaliningrad, moi je suis allé tout autour de la frontière de Kaliningrad, côté polonais. Je peux vous dire que c'est sacrément, au début de la guerre, c'est sacrément bien gardé. Alors évidemment, je ne suis pas un commando ukrainien. D'où ma question, ça paraît mission impossible. Je n'ai pas leur capacité. Et si c'est ça, c'est le double effet qui se coule. Parce que non seulement ils ont endommagé une corvette extrêmement importante pour les Russes, et d'autre part, ils ont montré la vulnérabilité de la possibilité de pénétrer dans Kaliningrad. L'autre hypothèse, c'est un personnel de maintenance, un marin russe retourné par les Ukrainiens de quelque manière que ce soit parce qu'ils ont des infos sur lui, soit tout simplement parce qu'ils lui ont donné une somme d'argent. On voit, ce qui est troublant dans la vidéo, c'est que les Ukrainiens mettent en exergue le plan de la corvette avec l'endroit a priori entouré de rouge, l'endroit stratégique où il faut que l'incendie ait lieu pour qu'il y ait des dommages importants au navire et qu'il ne puisse pas bouger pendant un certain temps. Mais armé de ce plan, on peut dire qu'à peu près n'importe qui est capable d'aller placer une charge incendiaire qui endommagera les systèmes du bateau.